Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour, dans l'épisode du jour des rendez-vous de la conservation, nous avons rendez-vous avec Justin Wanmeichin qui va parler de son expertise sur le suivi écologique des chimpanzés au Cameroun. Bonjour Justin. Oui, bonjour madame. Merci de nous rejoindre. On va commencer tout de suite. D'abord, est-ce que tu peux nous dire plus précisément quel est ton rôle et dans quel parc est-ce que tu travailles? Ok, mon rôle ici, c'est de collecter les données mensuelles des chimpanzés, c'est-à-dire les crottes, les outils, les nids. Et nous travaillons dans le parc national du Mba-Menjerem qui est situé dans la partie nord Cameroun. C'est un parc de première catégorie selon le classement du ministère de Forêt et de la Faune du Cameroun. Et pour peindre un petit peu, quelles sont les principales espèces de faune qu'on retrouve dans ce parc? Comme on a les chimpanzés, on a deux sous-espèces de chimpanzés, Nigeria, Cameroun. Nous avons les buffles, nous avons les éléphants, nous avons les différents types de céphalos. Et les primates, les petits primates, nous avons les babouins, les colobes de guérison, les cercopithèques, les houcheurs. Il y a toute une panoplie, la liste est loin d'être exhaustive. C'est un parc qui est abondamment riche en faune. Est-ce qu'on va s'intéresser au parc aussi, juste rapidement? Quelles sont les menaces auxquelles le parc fait face? La principale menace de nos jours est le braconnage, qui est la principale cause aujourd'hui de la disparition de la faune. Je crois que c'est la seule menace qui pèse actuellement sur l'aire protégée. Et cette menace, elle a une incidence directe évidemment sur les chimpanzés. Est-ce que c'est aussi la menace auquel les chimpanzés sont confrontés? Justement, la menace, elle est également là pour les chimpanzés, vu qu'aujourd'hui, lorsqu'ils chassent d'autres espèces, comme les buffles ou d'autres mammifères, ils font face à ces chimpanzés. Bon, ils abattent parfois. Et non seulement les chimpanzés sont très hostiles au coup de feu, ce qui fait en sorte qu'ils migrent d'un coin à un autre de l'aire protégée. Oui, il faut le dire que la menace est également là pour les chimpanzés. Et donc c'est de l'abattage pur et simple, ou est-ce qu'ils sont capturés et revendus? Non, c'est de l'abattage pur et simple. D'accord. Oui, justement pour des raisons alimentaires et parfois médicinales. Et on va s'intéresser à l'aspect un peu technique de ton travail. À quoi est-ce que ressemble le suivi écologique des chimpanzés pour toi concrètement au quotidien? Déjà, il faut le dire, pour moi, c'est une fierté. C'est très important parce que ça nous permet de connaître les différentes variations du milieu et pouvoir prendre des décisions. Alors, ce que nous faisons pratiquement, nous sommes un peu plus poussés dans la recherche. En fait, nous collectons des échantillons des crottes pour les analyses alimentaires et génétiques. Et en plus, comme je le disais, nous avons aussi la collecte des outils pour essayer d'étudier leur comportement et également au niveau de l'ANI pour essayer un peu de dénombrer de façon indirecte leur présence dans la plateforme de la recherche. Et comment est-ce que vous procédez? Donc, tu as mentionné la collecte de traces, de crottes. Quels outils techniques est-ce que vous avez à votre disposition pour faire tout ça? Bon, nous avons pour les crottes, d'abord pour commencer pour les crottes, nous avons le conservateur d'ADN, on a des tubes à essai que nous prélevons des échantillons de crottes. Il faut le dire que nous avons ici des transits, nous avons 10 transits. C'est le long des transits et les requis que nous faisons, c'est à ce niveau-là que nous collectons ces crottes. Et avec, nous avons aussi un PDA, c'est-à-dire sur lequel nous enregistrons
ces différentes données d'observation directe et indirecte sur la plateforme. Et ces observations directes, elles se font à pied ou Oui, en véhicule de patrouille? C'est à pied puisque les transats sont de 2 mètres de 2 mètres chaque transat, donc équidistant de 500 mètres. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, nous faisons 2 mètres sur chaque transat. Je vais dire 200 mètres, donc 2 kilomètres, tant pour moi. Chaque transat a 2 kilomètres de longueur. Et ça se fait à pied. Juste avant, tu me disais que tu reviens de forêt, justement. Est-ce que combien de temps ces missions durent-elles quand vous faites j'imagine que c'est pas un travail qui dure 2 heures. Donc, combien de temps est-ce qu'une mission de ce genre dure? 13 jours. Donc, nous avons un jour de descente puisque nous sommes au bord du fleuve de Ndjerem et nous descendons pour rejoindre la plateforme. En fait, l'entrée du parc, ça se passe sur des pirogues. Nous avons une journée de descente et puis 10 jours de collecte. Donc, chaque jour, nous avons une journée de travail et puis 2 jours de remontée puisque nous revenons à contre-courant sur le fleuve. Oh, et vous êtes combien? Bon, généralement, c'est une équipe de 5, donc, où nous avons un qui se charge de la cuisine au campement de la plateforme et généralement 4 qui partent sur le terrain pour la collecte. Généralement 4 à 3 personnes. Et après 13 jours sur le terrain comme ça, donc de collecte intense, hein, j'imagine, des données, quelle est la prochaine étape? Aidez les auditeurs à comprendre ce que vous faites ensuite concrètement. Bon, après les 13 jours intenses sur le terrain, nous revenons au niveau du bureau pour des analyses beaucoup plus des outils et des crottes, puisque les échantillons, nous n'avons pas un laboratoire ici. Nous les conservons pour les envoyer sur Yaoundé qui sera acheminé dans des laboratoires appropriés là-bas pour les analyses génétiques. Alors, tout ce que nous faisons ici, le travail du bureau, c'est d'analyser les crottes pour savoir quel est le pourcentage d'aliments consommés, que ce soit des graines, des insectes ou un peu tout ce qu'ils consomment. Donc, on analyse ces crottes-là pour savoir le pourcentage des différents indices et les outils dont je parlais pour savoir un peu leur comportement. Voilà ce que nous faisons ici au bureau. Et qu'est-ce que vous faites des résultats? Bon, les résultats sont généralement compilés pour des publications. D'accord. Et quand à quelle fréquence est-ce que vous retournez sur le terrain? Chaque mois, la descente, c'est chaque mois. Donc, vous devez en avoir des données déjà. Certainement, suffisamment, puisque le projet dans lequel je travaille a commencé ses recherches depuis pratiquement 2016. Oui, justement. Et moi, j'ai intégré le projet. Je suis à ma 2e année dans ce service. Vous voyez, c'est pas mal de... Qu'est-ce qu'on fait donc tu dis que ça va dans des publications et quel est l'objectif final? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? En fait, ça, c'est beaucoup plus au niveau de ma hiérarchie parce que moi, je me limite juste à la collecte de données, de fournir les données. Bon, c'est à eux, je ne sais pas comment, mais ils m'ont parlé en fait d'une publication de données et puis tout ça. Quand tu es sur le terrain comme ça pendant 13 jours, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'équipe? La principale difficulté, c'est d'abord la navigation sur le fleuve de Ndjerem, qui n'est pas facile. C'est un fleuve qui est très accidenté, avec des chutes, des rapides. Bon. Et la seconde difficulté, c'est également aussi souvent la montée des eaux pendant les périodes de crue. OK. Voilà les 2 principales difficultés. Bah oui, parce que vous ne faites pas de pause en période pendant la saison des pluies, vous continuez les descentes de terrain. Justement, pas de pause. Quels sont les besoins? Est-ce qu'il y a des besoins que vous avez pu identifier pour la réussite de ce travail de collecte des données? Justement, il y a un besoin en équipement qui est vraiment très important parce que la descente sur le terrain, il faut
il faut être vêtu, il faut s'habiller, il faut être chaussé et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus en équipement. Et est-ce qu'il y a des dangers auxquels vous êtes confrontés? Justement, il y a des dangers liés soit à la faune sauvage, la présence des éléphants dans les transits, que bon, c'est pas souvent évident. Et peut-être le cas de noyade, puisque nous naviguons sur un fleuve avec les pirogues de fortune. Pour essayer de comprendre aussi, toi, quelle est ta formation pour arriver à ce poste? J'ai une formation de technicien supérieur des eaux et forêts dans l'École nationale des eaux et forêts de Mbalmayou. J'ai également une licence en foresterie, dont je suis en train de continuer comme ça en master en foresterie à l'Université de Bolova, dans le département de foresterie, bien sûr. Et est-ce qu'au niveau de l'organisation, des formations vous sont proposées pour la formation continue? Oui, c'est des formations continues, ce qui fait en sorte que en période où les cours sont moins intenses, je suis sur le terrain et j'essaie de faire avec les deux. Alors, donc ces périodes sur le terrain sont une forme d'apprentissage pour toi aussi, de continuer ta formation pratique. Justement. Merci Justin, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. D'accord, merci, c'est moi qui vous remercie. Et bon courage pour la prochaine mission. D'accord, merci bien, madame. Merci.